Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de physiologie animale consacrée au chapitre 3, c'est-à-dire étudiant l'excrétion et la régulation de l'équilibre hydro-osmotique chez les animaux. Plus particulièrement, cette vidéo est consacrée à l'excrétion azotée et au métabolisme hydrique des animaux. Nous verrons d'ailleurs trois grands types de déchets azotés. Nous verrons tout d'abord une molécule qu'on appelle NH3, la molécule d'ammoniac. Puis je vous parlerai ensuite de l'acide urique et je vous parlerai enfin de la molécule d'urée. Donc l'excrétion azotée et le métabolisme hydrique. Tout d'abord, ammoniac et ammoniothélie. Et on va démarrer par l'ammoniogenèse. Alors NH3 c'est une molécule qui résulte en fait de la désamination des acides aminés, mais aussi des bases azotées pyrimidiques, c'est-à-dire cytosine et thymine dans l'ADN et cytosine et uracile dans l'ARN. Alors, la cellule des protozoaires possède la capacité de dégrader ces acides aminés, puis cette fonction de dégradation des acides aminés s'est progressivement régionalisée au cours de l'évolution. Et les principaux sites de cette dégradation des acides aminés chez les métazoaires sont l'hépatopancréas de nombreux invertébrés, le corps gras des insectes, qui est un tissu adipeux qu'on trouve autour du tube digestif et sur la face interne des téguments, et chez les vertébrés, l'organe clé de cette dégradation des acides aminés est le foie. C'est le foie dont je vais vous parler ici, dans son rôle de désamination des acides aminés. Alors cette désamination se réalise en fait en plusieurs étapes qu'on va ici développer. Alors voilà ici la formule d'un acide aminé avec le carbone central, ce qu'on appelle le carbone alpha, porteur d'un radical R, d'un groupement acide carboxylique et d'un groupement amine. Alors ce groupement qu'on appelle le groupement alpha aminé, c'est-à-dire le groupe aminé qui est lié au carbone alpha, c'est-à-dire au carbone central de l'acide aminé, qu'on appellera l'acide aminé donneur. Ce groupement donc alpha-aminé va être transféré à un alpha-cétoacide accepteur. Donc ce qu'on appelle un alpha-cétoacide, c'est en fait que sur le carbone alpha de ce composé, vous avez une fonction cétone, donc C double O, plus une fonction acide carboxylique. Donc voilà ici le carbone alpha du cétoacide, puisqu'il a une fonction cétone, une fonction acide. Et un exemple de ce cétoacide accepteur, en fait, c'est l'alpha-cétoglutarate, qui est une molécule du cycle de Krebs. Donc il va y avoir en fait un transfert de ce groupement que j'ai encadré ici en rouge, NH3, sur le cétoacide accepteur. Et cette réaction en fait, de désamination de l'acide aminé est catalysée par des transaminases, donc qui transfèrent le groupement amine d'une molécule à une autre. Ces transaminases sont présentes dans le cytosol des cellules ainsi que dans les mitochondries. Alors finalement, on va obtenir une molécule qui est le glutamate, qui va être porteur du groupement aminé de l'acide aminé de départ. Ce glutamate, vous voyez, il est issu en fait de l'amination de l'alpha-cétoglutarate. Donc ce glutamate est porteur, vous voyez, au lieu de la fonction cétone ici sur le carbone alpha, de la fonction NH3+. Alors ce glutamate peut être à son tour désaminé par une voie oxydative par l'intermédiaire d'une enzyme qu'on appelle la glutamate déshydrogénase, qui est abondante dans le cytosol et dans les mitochondries, qui est une enzyme qui dépend du NAD+, et c'est une enzyme en fait qui va permettre de soustraire le groupement alpha-aminé du glutamate, que j'ai encadré ici en rouge, ce qui va finalement libérer le NH4+, et qui va permettre aussi, parce qu'on a une réaction d'oxydoréduction, qui va permettre en fait au NAD+, d'être réduit en NADH. Cette réaction de désamination du glutamate libère donc un nouvel alpha-cétoglutarate accepteur, lequel peut servir à son tour à une nouvelle réaction de transamination. Alors dans le foie, le glutamate, qui a donc une fonction aminée ici, peut être aussi converti en glutamine par l'intermédiaire d'une réaction mettant en jeu la glutamine synthétase,
qui est une réaction qui met en jeu de l'ATP et qui permet aussi l'acceptation d'une autre fonction NH3. Si bien que le glutamate permettra d'être converti en une molécule qu'on appelle la glutamine. Vous voyez que dans le glutamate, on avait une fonction amine. Dans la glutamine, on a maintenant deux fonctions amines, celle du glutamate ici, et puis NH2 qui est ici la fonction qui a été additionnée. Alors cette glutamine est moins toxique que le NH3. Cette glutamine est capable de traverser facilement les membranes cellulaires grâce à des transporteurs membranaires. Et cette glutamine, eh bien, elle va être libérée par le foie dans la circulation sanguine. Ça devient en quelque sorte un transporteur du NH3, notamment jusqu'au rein. Et ensuite, cette glutamine, eh bien, va être prélevée par le rein. Vous avez des transporteurs membranaires de la glutamine sur les cellules des tubules du néphron. Et ensuite, à l'intérieur de ces cellules, eh bien, la glutamine peut être désaminée en glutamate par une glutaminase. Donc ça se fait dans les cellules des tubules rénaux. Et ça permet à ce moment-là de relibérer le NH3. NH3 qui est en fait un système tampon urinaire qui sera donc sécrété dans le filtrat qui pourra ensuite fixer des protons dans l'urine, si bien qu'en fait dans l'urine on aura des ions NH4+, qui seront donc rejetés dans l'urine. On trouve notamment par exemple dans l'urine du chlorure d'ammonium, c'est-à-dire NH4+, Cl-. Alors voilà pour la formation de NH3. Les caractéristiques maintenant de l'ammoniac. Alors l'ammoniac, en fait, il y a deux formes dont je vais vous parler. D'abord, l'ammoniac, c'est une très petite molécule azotée, avec donc un azote et 3 hydrogènes. Donc un seul azote par molécule ici. Molécule finalement gazeuse, qui est extrêmement soluble dans l'eau, et qui, en solution aqueuse, va s'ioniser, va former en fait des ions ammonium, c'est-à-dire des ions NH4+, et je vais vous dire quelques mots justement sur ces ions NH4+. En fait, la réaction d'hydratation du NH3, NH3 plus H2O donne NH4OH, ça c'est ce qu'on appelle l'ammoniac, ammoniac qui est une base, puisque finalement c'est une molécule ici qui a la capacité à libérer des ions OH-, et NH4OH, vous voyez, peut libérer donc les ions ammonium ainsi que les ions hydroxyle. Cette réaction ici de fixation des protons sur NH3 par la réaction qui est encadrée ici en rouge est une réaction qui est favorisée en fait de gauche à droite quand le pH diminue. Donc la formation des ions ammonium par fixation de protons ici sur NH3, qui est une réaction, je vous dis, favorisée notamment quand il y a une diminution de pH, la formation de ces ions ammonium va conduire à la formation ici de NH4+, qui représentent la forme majeure de ce déchet azoté au pH biologique. Et ces ions NH4+, peuvent traverser la membrane plasmique par notamment un transporteur membranaire, notamment un antipore NH4+ sodium, qui est présent par exemple sur les cellules branchiales chez les poissons ou dans les cellules rénales. Alors il y a deux avantages du NH3 comme déchet azoté. Tout d'abord, le NH3 est une molécule qui est très diffusible dans tous les compartiments liquidiens de l'organisme. Elle traverse notamment la bicouche lipidique, ce qui présente évidemment un grand intérêt pour se débarrasser de ce déchet azoté. Et puis, moins d'énergie à dépenser pour produire NH3 que pour produire les deux autres déchets azotés dont je vous parlerai tout à l'heure, que sont l'acide urique et l'urée. Alors en fait, ce déchet azoté présente deux inconvénients. NH3 est une molécule très toxique, et donc le fait qu'elle est aussi très diffusible, c'est aussi un inconvénient, puisque ça va entraîner le passage de ce composé finalement toxique dans l'ensemble
des compartiments de l'organisme. Notamment, NH3 va modifier le pH des liquides, il peut entraîner des changements de conformation des protéines et donc avoir des conséquences sur les activités cellulaires. NH3 va agir sur la synthèse de neurotransmetteurs, notamment sur la synthèse de glutamate, qui est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau. Il va agir aussi sur la synthèse du GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc il est très toxique, ce NH3, pour le système nerveux. Et puis il va perturber aussi la synthèse d'ATP par les mitochondries. Il exerce notamment, par ces ions ammonium, des effets découplants qui ont tendance donc à réduire la synthèse d'ATP mitochondriale. Et puis NH4+, va se substituer au potassium pour l'ATPase-NAK, donc il va perturber le fonctionnement de ce transporteur dont on a vu l'importance dans de nombreuses fonctions de transport. Donc, conséquence de cette toxicité, le NH3 ne doit pas en fait s'accumuler dans les liquides de l'organisme et du coup, il va falloir l'éliminer. Et éliminer du NH3, ça nécessite en fait d'éliminer beaucoup d'eau. Pour éliminer en fait 1 gramme d'azote par ce déchet azoté, l'organisme doit perdre environ 1 demi-litre d'eau si le déchet azoté est sous forme de NH3. Alors tout ça nous conduit à faire une relation entre l'ammoniotélie, c'est-à-dire la caractéristique des animaux capables d'excréter comme déchet azoté NH3. Donc les animaux qui excrètent du NH3 sont des animaux ammoniotèles, on dit aussi ammoniotéliques, et on va voir la relation entre cette ammoniotélie et le milieu de vie de ces animaux. Alors en fait, l'ammoniotélie va prédominer chez les animaux aquatiques. Par exemple, elle va se trouver chez la paramécie. La paramécie qui est un protozoaire, un unicellulaire animal qui vit en milieu donc aquatique. On va trouver l'ammoniotélie chez les spongiaires, ici illustrée par l'axinelle verruqueuse. L'ammoniotélie se trouve également chez les cnidaires, par exemple ici illustrée par cette méduse, qui est Aurelia aurita. Et chez ces 3 organismes, paramécie, axinelle, la méduse, l'élimination de NH3 se fera directement à travers la membrane plasmique. Notons que ce sont tous des organismes qui vivent en milieu aquatique et donc chez lesquels le problème du manque d'eau ne se pose pas. Alors voilà ici un tableau qui résume les modes d'excrétion chez les animaux. Regardons la ligne ammoniotélique, donc produits terminaux principaux de l'excrétion azotée NH3 ou NH4+, et on va le trouver non seulement donc chez les organismes dont je vous ai parlé, mais on va les trouver aussi chez les organismes triploblastiques, à mode de vie aquatique, c'est-à-dire des organismes constitués par 3 feuillets. Exemple, les insectes aquatiques. Donc les insectes aquatiques sont des ammoniotèles. On va trouver aussi chez, on le reprendra, les téléostéens, les larves d'amphibiens, et puis chez les isopodes terrestres. Donc les isopodes terrestres, ce sont certains crustacés, comme les cloportes, qui ont en fait une vie en milieu terrestre, mais dans des endroits très humides, et dont le métabolisme peut se rapprocher du métabolisme des animaux à vie aquatique. Donc chez ces organismes, type insectes aquatiques, type téléostéen, type tétard, sur lequel on reviendra, le mode d'excrétion est un mode de type ammoniotélique, et le milieu intérieur de ces organismes est une voie de passage avant que le déchet ne soit évacué par l'intermédiaire d'organes excréteurs spécialisés. Donc ça peut être les protonéphridies, des néphridies, des reins. L'élimination du NH3 peut se faire à travers aussi les téguments, les branchies. Le NH3 peut être excrété en fait en grande quantité à travers toute la surface du corps qui est en contact avec l'eau, sans avoir besoin de faire fonctionner obligatoirement les reins. Alors par exemple, les poissons téléostéens vont excréter essentiellement du NH3 par diffusion passive à travers l'épithélium branchial, et vous avez aussi sur l'épithélium branchial un antipore NH4+, Na+, qui permettra l'excrétion de ce déchet. Chez les poissons, les reins ne jouent qu'un rôle mineur dans l'élimination d'azote.
Et puis ce qui est étonnant aussi concernant ce déchet azoté NH3, c'est qu'il peut jouer aussi un rôle dans la flottaison. En effet, NH4+, sont des ions qui sont plus légers que l'eau de mer, qui peuvent s'accumuler et peuvent permettre finalement de favoriser la flottaison. Donc c'est par exemple le rôle de ce composé accumulé dans la calcélomique du calmar des profondeurs et qui joue un rôle donc dans la flottaison. On trouve aussi ce rôle de ce déchet azoté chez certaines crevettes, chez certains tuniciens, où il participe finalement à la flottaison des animaux. Donc voilà pour le premier déchet azoté dont je voulais vous parler, le déchet donc NH3 et la relation importante entre ce déchet et le mode de vie qui est finalement un mode de vie aquatique. Je vais maintenant vous parler d'un deuxième type de déchet azoté, l'acide urique. Les animaux qui excrètent de l'acide urique sont qualifiés d'uricotèles ou de uricotéliques et je vais donc vous parler de l'uricothélie. Tout d'abord, le processus d'uricogenèse, c'est-à-dire de formation de l'acide urique. Chez de nombreuses espèces, l'acide urique est le produit final de la dégradation des bases azotées puriques, donc bases adénine, guanine. Et l'hypoxanthine, avec vous voyez ici un oxygène qui apparaît, puis la xanthine, avec vous voyez deux oxygènes qui apparaissent ici sur la molécule, sont des intermédiaires pour aboutir ici à la production d'acide urique. Vous voyez qu'il y a 3 oxygènes en fait sur l'acide urique ici. Alors les caractéristiques de l'acide urique, bien tout d'abord la molécule d'acide urique contient 4 azotes, c'est-à-dire 4 fois plus finalement qu'une molécule de NH3. Enfin l'acide urique est très peu soluble dans l'eau, des milliers de fois moins soluble que les deux autres déchets azotés que sont NH3 et l'urée. Et donc l'acide urique va précipiter facilement et il peut être rejeté en fait sous forme solide, sous forme de cristaux d'acide urique. L'avantage de ce déchet azoté est qu'il n'est pas toxique et qu'il nécessite très peu d'eau pour être éliminé. Pour éliminer 1 gramme d'azote, l'organisme doit perdre quelques millilitres seulement d'eau si le déchet est sous forme d'acide urique. On va maintenant voir la relation entre l'uricothélie et le milieu de vie. Sur ce tableau, on voit que les animaux uricotèles, ce sont les insectes, les squamates. Les squamates, ce sont les reptiles à écailles et qui muent, ainsi que les oiseaux. Alors chez ces animaux, on peut prendre quelques exemples. Donc voilà les insectes illustrés par l'épiphygaire des vignes. Voilà un animal uricotèle. Chez les oiseaux sont également uricotèles, ils excrètent de l'acide urique. Et puis les squamates, illustrés ici par quelques exemples, les lézards, les geckos, donc sont des squamates, les iguanes, comme ici l'iguane marin des Galapagos, le caméléon, ici le caméléon de Jackson, les serpents, illustrés ici par la couleuvre de Montpellier. Eh bien, insectes, oiseaux, squamates sont des animaux uricotèles, c'est-à-dire qu'ils excrètent de l'acide urique ou des sels d'acide urique, c'est-à-dire des urates. Les urates, ce sont les bases conjuguées de l'acide urique, ce sont des anions. Certains amphibiens de milieux particulièrement arides ont aussi un mode d'excrétion de type uricotèle. C'est l'exemple de Chiromantis xerampellina, qui est une grenouille africaine qui vit dans des régions arides. Et puis on peut citer aussi Philomedusa sauvagei, qui est une rainette arboricole d'Amérique du Sud et qui produit aussi de l'acide urique. Alors en fait, tous ces organismes à mode d'excrétion acide urique sont des animaux terrestres qui vivent dans des milieux plutôt arides, c'est-à-dire dans des milieux où des problèmes hydriques se posent. Comme l'ammoniotélie prédominait finalement chez les animaux aquatiques, qui ne rencontraient pas de problème de manque d'eau, l'uricothélie prédomine, elle, chez des animaux qui sont confrontés à des problèmes hydriques.
Voici enfin une image d'une fiente du pic vert. Et bien la partie blanche semi-solide des fientes d'oiseaux, c'est en fait de l'urine constituée surtout par de l'acide urique. Quelques mots sur l'uricolyse. Chez certaines espèces, la dégradation des bases puriques va se poursuivre au-delà de l'acide urique. Et donc vous avez une séquence qui est présentée ici de dégradation de l'acide urique avec des enzymes qui interviennent. Et selon les enzymes présentes, eh bien, en fonction des animaux, eh bien, le catabolisme des bases puriques va s'arrêter à certains niveaux selon les espèces. On va prendre quelques exemples. Chez les mammifères, par exemple, autres que les primates, eh bien, l'excrétion se fera sous forme d'allantoïne par l'intermédiaire d'une uricase, vous voyez, qui poursuit ici la dégradation de l'acide urique. C'est en fait une réaction d'oxydation de l'acide urique avec rupture, vous voyez, d'une liaison covalente dans l'hexacycle de l'acide urique. Puis, par exemple, chez quelques insectes, eh bien, vous avez une allantoïnase qui va poursuivre la dégradation de l'allantoïne. Et donc, il va y avoir ici rupture d'une seconde liaison covalente, cette fois dans le pentacycle, par l'allantoïnase. Et donc, certains insectes vont avoir comme déchet azoté de l'acide allantoïque. Et puis, chez, par exemple, les amphibiens, chez les élasmobranches dont je vous ai parlé, l'acide allantoïque peut être hydrolysé en urée et en glyoxylate par une enzyme qu'on appelle l'allantoïcase. Et enfin, chez beaucoup de téléostéens, l'urée peut être hydrolysée à son tour en NH4+, plus CO2 par une enzyme qu'on appelle l'uréase. Alors une remarque concernant l'homme, notamment concernant la goutte chez l'homme, eh bien, la quantité d'acide urique peut augmenter dans le sang chez l'homme. On dira à ce moment-là qu'il y a une hyperuricémie, mais il n'y a pas chez l'homme d'enzyme pour dégrader l'acide urique. Or, l'excrétion de l'acide urique est rendue difficile du fait de sa relative insolubilité, surtout si le volume urinaire est faible, et donc des cristaux d'acide urique, ou en fait d'urate de sodium, peuvent précipiter dans les articulations, par exemple dans le liquide synovial, qui est un liquide dans les articulations, notamment il peut précipiter par exemple dans les articulations du gros orteil, ça peut aussi précipiter dans les reins, être à l'origine de calculs rénaux, produisant en fait une maladie très douloureuse qu'on appelle la goutte. Et en fait, si l'homme possédait l'uricase, donc l'enzyme de dégradation de l'acide urique, qu'on a vu par exemple qui existe chez d'autres mammifères que les primates, eh bien la goutte n'existerait pas. On va maintenant faire un lien entre le dernier déchet azoté et un autre mode de vie qui est l'uréothélie. Donc troisième type de déchet azoté, l'urée, autre mode d'excrétion azotée, l'uréothélie. On va commencer par l'uréogenèse, c'est-à-dire la production de l'urée. Alors chez les vertébrés, il y a une partie du NH4+, formée, vous vous souvenez, au cours de la dégradation hépatique des acides aminés, qui va être consommée dans les biosynthèses de nouveaux composés. Et puis chez certains organismes, par exemple mammifères, sélaciens ou élasmobranches, amphibiens, bien, ils vont transformer l'excès de NH4+, celui qui n'a pas pu être consommé dans des biosynthèses, en urée ou en acide urique. Et le foie va intervenir ici comme un organe de détoxification. Alors en effet, l'urée va être synthétisée au cours d'un cycle qu'on appelle le cycle de l'urée ou cycle de l'ornithine-urée, qui est un cycle qui se déroule dans les hépatocytes et qui met en jeu des enzymes du cytosol, mais aussi des enzymes de la matrice mitochondriale. Alors les 5 étapes de ce cycle de l'urée sont présentées ici. Les 2 premières ont lieu dans la matrice mitochondriale et les 3 autres sont cytosoliques. Ce cycle est un cycle qui a été découvert par Krebs en 1933. Donc tout d'abord, dans les mitochondries,
des hépatocytes. Première étape, le groupement amine qu'on retrouvera dans la molécule d'urée, donc le groupement ici NH3 de l'urée, provient en fait du NH4+, qui est libéré par la désamination du glutamate que nous avons déjà traité. La première réaction du cycle de l'urée nécessite du CO2, en général sous forme d'ion bicarbonate, qui est libéré en fait par le métabolisme oxydatif hépatique, notamment par le cycle de Krebs. Cette première étape nécessite du NH4+, qui est issu du glutamate, et 2 ATP, ces 3 composés, donc l'ATP, le CO2 et le groupement amine, aboutissent à la production d'un composé qu'on appelle le carbamyl phosphate, ou carbamyl phosphate, qui est une molécule qui contient un carbone et un azote. Ça, c'était donc la première étape du cycle 1. La deuxième étape, eh bien, ce résidu carbamyl phosphate va être ensuite fixé sur l'ornithine. L'ornithine est, avec la citrulline, un acide aminé original, c'est-à-dire un acide aminé qui ne participe pas à la constitution des protéines. L'ornithine, comme la citrulline, sont des acides aminés non protéinogènes. Donc la fixation du résidu carbamyl, du carbamyl phosphate, sur l'ornithine va aboutir à la formation de citrulline. L'ornithine, en fait, c'est une petite molécule qui a 2 azotes et 5 carbones. Et cette ornithine, en fait, provient du cytosol. Elle franchit l'enveloppe mitochondriale et elle entre en fait dans la mitochondrie ici par l'intermédiaire d'un transporteur membranaire spécifique qui est présent sur la membrane mitochondriale interne. Donc on aboutit finalement à la réunion entre ce groupement carbamyl et l'ornithine pour former la citrulline. L'enzyme, c'est une ornithine transcarbamylase, puisqu'elle finalement permet le transfert d'un groupement carbamyl sur l'ornithine. La citrulline, c'est donc maintenant un acide aminé qui contient 3 azotes et 6 carbones. Alors la citrulline va sortir de la mitochondrie par l'intermédiaire d'un antipore, d'un échangeur ornithine-citrulline, donc qui permet à cette citrulline de sortir dans le cytosol, alors que dans le même temps, l'ornithine rentre dans la matrice. On a fini les étapes mitochondriales. Voyons maintenant les 3 autres étapes qui ont lieu dans le cytosol de l'hépatocyte. Alors le deuxième groupement amine de l'urée, l'urée, on reprendra, est une molécule qui contient 2 groupements amines. Le deuxième groupement amine de l'urée va provenir de l'aspartate, qui est un acide aminé qui contient 4 carbones et 1 azote. Et cet aspartate réagit avec la citrulline par une réaction qui consomme encore une molécule d'ATP et qui aboutit à la formation d'arginosuccinate. L'arginosuccinate, 10 carbones et 4 azotes. La quatrième étape, c'est le départ du fumarate, qui est une molécule à 4 carbones, à partir de l'arginosuccinate, ce qui aboutit à la formation de l'arginine, qui est un acide aminé à 6 carbones et 4 azotes. Enfin, la cinquième et dernière étape, l'arginine est enfin hydrolysée par une arginase, ce qui libère de l'urée, donc une molécule à 1 carbone et 2 azotes, mais ce qui libère aussi de l'ornithine, donc molécule à 5 carbones et 2 azotes, ornithine qui va revenir dans la matrice mitochondriale par l'antipore dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui permet ainsi de recommencer un cycle. On peut finalement tirer un bilan de ce cycle de l'urée. Eh bien, on a finalement consommé un NH3 ici, donc c'est un premier azote. On a consommé finalement du CO2 ou du bicarbonate. On a consommé un aspartate, c'est-à-dire 4 carbones et 1 azote. Et on a consommé 2 et 1 3, donc 2 et 1 3 ATP. Notons bien que l'organisme consomme de l'énergie pour fabriquer de l'urée. Et on obtient à l'arrivée de l'urée, qui est une molécule à 1 carbone et 2 azotes, et du fumarate, qui est une molécule à 4 carbones, qui va donc sortir du cycle et qui notamment peut être utilisée par le cycle de Krebs. Quelles sont les caractéristiques de l'urée? 3 caractéristiques. Première caractéristique, l'urée, c'est une petite molécule azotée, neutre, qui contient 2 azotes. Il y a 2 groupements amines, donc 2 azotes dans cette molécule. Deuxième caractéristique, l'urée
est très soluble dans l'eau. Elle va aussi, troisième caractéristique, diffuser très facilement au travers des membranes. Notamment, elle peut diffuser à travers la bicouche lipidique, mais aussi à travers des transporteurs, notamment à travers certaines aquaporines, qui sont des canaux à eau. Et donc, elle va diffuser facilement à l'intérieur des liquides internes, donc liquides extra et intracellulaires. D'ailleurs, l'urée marquée, par exemple au carbone 14, est utilisée pour déterminer le volume de liquide corporel total, c'est-à-dire pour déterminer le volume plasma plus liquide interstitiel plus liquide intracellulaire. Deux avantages conférés par ce déchet azoté. L'urée est beaucoup moins toxique que NH3, donc elle va pouvoir s'accumuler dans le plasma à des concentrations 50 fois supérieures à celles de NH3. Et du coup, la concentration urinaire d'urée peut être finalement 50 fois supérieure à celle qu'on trouverait pour le NH3 dans l'urine. Donc très peu toxique, elle peut s'accumuler dans le plasma, on peut l'avoir en quantité dans l'urine. Et cette molécule permet une économie d'eau. En effet, comme l'urée contient 2 fois plus d'atomes d'azote que NH3 et qu'elle peut être concentrée 50 fois plus, eh bien un même volume d'urine va contenir 100 fois plus d'azote pour un même volume d'eau rejeté. Donc l'économie d'eau est évidente. Par rapport à NH3, l'urée permet donc de limiter considérablement les pertes d'eau liées à l'excrétion azotée. Pour donner une valeur, pour éliminer 1 gramme d'azote, l'organisme doit perdre environ 50 ml d'eau si le déchet azoté est sous forme d'urée. Alors nous avions vu que la monothélie, c'était plutôt l'adaptation au milieu de vie aquatique. On a vu que l'uricothélie, c'était plutôt milieu plutôt avec problème hydrique, donc milieu plutôt terrestre et avec problème parfois du manque d'eau, milieu aride. On va voir que l'uréothélie, c'est-à-dire on qualifie d'uréothèle ou d'uréothélique les animaux qui excrètent de l'urée, on va voir que l'uréothélie peut être aussi associée à un milieu de vie. Alors l'uréothélie, elle va exister en fait chez les animaux qui possèdent les enzymes du cycle de l'urée. Et cette urée est un déchet majeur pour de nombreux organismes qu'on va illustrer, qui sont mentionnés sous ce tableau, donc notamment les planaires terrestres, les sélaciens, qu'on appelle aussi les élasmobranches, le sélacanthe, dont j'ai déjà parlé, et les mammifères. Donc quelques images un petit peu de ces animaux qui sont uréothèles. Donc voilà ici une image de planaire terrestre. On est ici dans le groupe des platelminthes turbellariés. Chez les élasmobranches de milieu marin, quelques illustrations avec ici le grand requin blanc. On a déjà parlé de l'importance de l'urée dans l'équilibre osmotique de ces animaux. Le sélacanthe, on a également évoqué l'importance de l'urée comme osmolyte pour finalement aboutir à une concentration du milieu intérieur proche de celle de l'eau de mer. Les élasmobranches, le sélacanthe, produisent l'urée donc par le cycle de l'urée. Ils le concentrent à l'intérieur de leur milieu intérieur. Ils peuvent aussi excréter l'excès d'azote sous forme d'urée par l'intermédiaire des branchies. Et puis chez les mammifères, donc on est chez des vertébrés ici, chez les mammifères, eh bien on va avoir aussi un mode d'excrétion de type uréothèle. En effet, parmi les vertébrés terrestres, les mammifères apparaissent pratiquement les seuls à ne pas avoir développé l'uricothélie, mais au contraire l'uréothélie, parce qu'ils disposent de mécanismes très efficaces pour concentrer l'urine, notamment par l'intermédiaire de mécanismes mettant en jeu des anses de Henle qui sont assez profondes pour des néphrons à longue anse, et notamment par exemple chez les mammifères désertiques comme le rat kangourou, vous avez des néphrons à très longue anse qui permettent d'être très très efficaces pour concentrer l'urine. Notons d'ailleurs que l'urée joue un rôle important dans le fonctionnement du rein des mammifères, notamment dans le mécanisme de concentration de l'urine, parce qu'il y a une partie de l'urée qui est réabsorbée au niveau rénal et qui participe à des mécanismes de concentration de l'urine. Donc finalement,
Ben, l'urée, on peut dire que c'est un déchet majeur pour de nombreux organismes terrestres, parce que l'urée permet de limiter considérablement les pertes d'eau imposées par l'excrétion azotée. Alors on peut finalement moduler un petit peu la répartition de ces animaux en trois grandes catégories, ammoniotels, uréotels et uricotels. En effet, dans un premier temps, il existe ce qu'on appelle des types mixtes. Des types mixtes, c'est-à-dire il y a beaucoup de groupes où finalement deux composés majeurs de l'excrétion azotée sont rejetés, et on va retrouver par exemple dans ce tableau un premier type mixte qui est l'ammonio-uréotélisme, qu'on trouve par exemple chez les vers de terre et chez les larves d'amphibiens. Donc ici, c'est chez ces espèces, exemple ici chez le lombric, on aurait pu aussi évoquer l'écrevisse. Bien chez ces organismes, on a en fait deux déchets, à la fois NH3 et l'urée. Et après, par exemple chez l'écrevisse, la concentration de ces deux déchets peut varier selon le régime alimentaire. Un autre type mixte, c'est ce qu'on appelle le type mixte uréo-uricotélique, où vous avez ici deux déchets que sont l'urée et l'acide urique. Les exemples qui sont mentionnés ici, tortues, rhincocéphales et gastéropodes terrestres. Donc quelques exemples, notamment donc, tortues des Galapagos. Donc on est ici chez les reptiles chéloniens. Et puis chez les reptiles rhincocéphales, une seule espèce actuelle qui est le Sphenodon puntatus ou Lateria, qui ressemble un peu à un iguane. Et donc tortue, Ateria, ce sont des espèces uréo-uricotéliques, donc à la fois urée et acide urique pour produit terminal de leur excrétion azotée. Et enfin, un dernier type mixte, le type ammonio-uricotélique, qu'on trouve chez le crocodile. Donc ici, chez les crocodiles, eh bien, on a à la fois NH3 et acide urique qui sont excrétés, bien que ce soit essentiellement le NH3 qui l'emporte, qui domine. Alors nous allons voir, toujours en modulant cette classification, que le mode d'excrétion azotée peut changer au cours de la vie de l'animal, et j'ai pris l'exemple ici des amphibiens. Donc exemple chez de nombreux amphibiens, vous avez par exemple ici une image de têtards. Alors ici les plus grands têtards, ce sont les têtards de Rana temporaria, et puis les têtards plus petits ici, ce sont les têtards du crapaud, du buffo. Alors ici les têtards en fait qui sont aquatiques, ils sont ammoniotels. Voilà, ici un autre tétard, le tétard de Rania pipens. Bien, mode de vie aquatique, ces organismes sont ammoniotels. Et puis ensuite, chez l'adulte, exemple la grenouille taureau, ici, Rana catesbeiana, et bien ici l'adulte qui a un mode de vie amphibie, bien va devenir en fait uréotel, c'est-à-dire le déchet azoté est l'urée. Donc voilà un petit schéma pour résumer un peu ces deux modes d'excrétion au cours finalement de l'évolution de ces amphibiens. Les têtards, donc forme larvaire, sont donc à mode de vie aquatique. Ils sont ammoniotels. C'est surtout le foie ici qui produit NH3, représenté ici par les flèches bleues, donc qui produit l'ammoniac. L'ammoniac est ensuite excrété, essentiellement sous forme de NH4+, par les branchies, c'est la flèche qui est mentionnée ici, voire un petit peu aussi par les téguments, et puis aussi par les reins, notamment par le pronéphros des larves d'amphibiens. Et puis les adultes, donc les adultes ils sont amphibies, ils sont uréotels, le foie va maintenant synthétiser de l'urée, qui est mentionné par la flèche noire ici, urée qui est éliminée ensuite par les reins, donc ce sont des mésonéphros ici chez ces amphibiens adultes. L'urée peut être aussi éliminée au travers des téguments ici, c'est cette flèche. Notons que chez les amphibiens adultes, l'urée est éliminée au niveau des reins par filtration, donc elle est filtrée, mais surtout par sécrétion, notamment vous avez des mécanismes de sécrétion active qui interviennent. Au cours de la métamorphose, on a notamment une période qu'on appelle la période du climax, où vous avez des transformations tout à fait considérables chez l'amphibien, et pendant cette période du climax, donc au cours
de la métamorphose, vous avez en fait une transition ammoniothélie-uréothélie. Donc vous voyez ici, on avait surtout NH3 ou NH4+, hein, qui était produit chez le tétard, et ensuite au moment du climax, eh bien, on a en fait une production d'urée qui va largement l'emporter, alors que celle de NH4+, est en train de régresser. On a en fait pu mesurer l'expression et l'activité des principales enzymes du cycle de l'urée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au cours de la métamorphose chez Rana catesbeiana. Et ce graphe montre qu'au cours de la métamorphose, en fait, eh bien, il va y avoir expression des gènes, des enzymes du cycle de l'urée. Par exemple, vous allez avoir au moment de la période du climax, bien forte expression des trois enzymes clés du cycle de l'urée, la carbamyl phosphate synthase, l'ornithine transcarbamylase et l'arginase, dont on a vu tout à l'heure le rôle dans le cycle de l'urée. Et il s'agit en fait d'un contrôle par l'hormone thyroïdienne. Cette hormone va activer la transcription des gènes, des enzymes du cycle de l'urée, permettant finalement ce changement de mode d'excrétion azotée. Un autre exemple, après celui des amphibiens, est l'exemple des dipneustes, donc qui sont des poissons pulmonés, qu'on va illustrer ici avec le dipneuste africain, qui est le protoptère, le Protopterus annectens. Alors ces changements chez le dipneuste sont tout à fait analogues à ceux des amphibiens. En temps normal, quand il vit dans l'eau, il élimine surtout de l'ammoniac et très peu d'urée, donc surtout NH3. On est ici avec un animal ammoniotèle. Et puis pendant les périodes d'estivation, il va en fait se positionner dans un cocon de boue séchée. Et à ce moment-là, tous ces déchets azotés sont transformés en urée. Celle-ci va s'accumuler dans son sang, où la concentration peut atteindre 3%, c'est-à-dire 500 millimoles par litre, après 3 ans d'estivation. Bouclons cette vidéo sur l'excrétion azotée avec la relation entre mode de reproduction et type d'excrétion azotée. Alors la différence entre les vertébrés uréothéliques, comme les amphibiens et les mammifères, et les vertébrés uricothéliques, comme les reptiles et les oiseaux, serait en fait liée fondamentalement à leur mode de reproduction. Dans le cas des amphibiens et des mammifères, par exemple ici une image d'œufs d'amphibiens, donc là ce sont les œufs de buffo, qui sont les chapelets ici d'œufs noirs, et puis les autres œufs ici ce sont les œufs de Rana temporaria. Bien, les œufs d'amphibiens se développent dans l'eau, donc milieu aquatique on l'a dit, finalement un milieu qui est un milieu qui peut expliquer plutôt une excrétion à base d'urée et non pas d'acide urique. De même, l'embryon puis le fœtus des mammifères grandit dans un environnement liquide, dans le liquide amniotique, et vous le savez, les déchets produits sont ensuite transférés au sang maternel par le biais du cordon ombilical et de la voie placentaire. Donc, vertébrés uréothéliques, amphibiens et mammifères, on voit que finalement, dès les phases larvaires ou les stades fétals, eh bien, vous avez finalement un milieu qui est plutôt un milieu où l'eau est à disposition. Cas des reptiles maintenant et des oiseaux, eh bien, les reptiles et les oiseaux se développent au contraire dans ce qu'on appelle un œuf cléidoïque. Cléistos, hein, ça vient du grec qui veut dire fermé, cléis, la clé, c'est-à-dire un œuf dont la coquille est fermée, n'a que peu d'échanges avec l'extérieur. Donc une coquille rigide qui est non perméable au liquide. Et donc dans ce type d'œuf, donc œuf pour les reptiles ou œuf par exemple de la tortue, eh bien seuls les gaz sont échangés avec l'environnement et tous les déchets vont rester à l'intérieur de la coquille. Donc enfermé dans sa coquille, l'embryon a très peu d'eau à sa disposition et on comprend bien que l'ammoniac est trop toxique pour être toléré en grande quantité. Si l'embryon produisait en fait de l'urée, elle resterait dans l'œuf et s'accumulerait aussi en solution. En fait, le meilleur déchet azoté ici c'est l'acide urique parce qu'il peut s'accumuler sans toxicité
il va être déposé dans l'œuf, par exemple chez les oiseaux, il peut être déposé dans l'allantoïde, hein, qui est le liquide allantoïde, qui est finalement une sorte de vessie embryonnaire. Et cet acide urique va pouvoir s'accumuler sous forme solide, donc insoluble, sans avoir finalement aucun effet sur l'osmolarité du précieux liquide contenu à l'intérieur de l'œuf. Nous avons terminé cette vidéo consacrée à l'excrétion azotée chez les animaux. Nous verrons dans une prochaine vidéo consacrée à l'osmorégulation chez les animaux, les régulations hormonales de l'équilibre hydro-osmotique, d'abord chez les mammifères, puis nous verrons ensuite chez un certain nombre de poissons. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.